Le président béninois Patrice Talon, il a surpris tout le monde avec sa dernière sortie au cours de laquelle il a réaffirmé son soutien à l'option militaire de la CEDEAO. Comment expliquer cette réaction énergique du président béninois? Il faut dire que même le président béninois Patrice Talon n'a rien contre le peuple nigérien ou le Niger même dans son ensemble. Officiellement, le président Talon dit qu'il reproche deux choses, c'est-à-dire qu'il évoque deux arguments. Le premier argument, c'est l'argument démocratique. Il dit que ce n'est pas normal qu'on destitue un président légalement élu et donc il faut rétablir la démocratie au Niger. Le deuxième élément qu'il évoque, c'est l'option et c'est la déstabilisation du Sahel qui peut arriver au niveau des pays côtiers si on ne fait rien pour stopper l'avancée des djihadistes et des terroristes. Donc pour lui, en cas de déstabilisation du Niger, c'est clair qu'il y aura des terroristes qui vont encore arriver vers les côtes. Mais je suis surpris par son raisonnement, du moins c'est le risque qu'il envoie sur les plateaux, parce que quand on reproche à ces personnes le fait qu'ils soutiennent les coups d'État institutionnels, les coups d'État constitutionnels, mais trouvent dangereux les coups d'État militaires, ils disent souvent que l'Afrique est une jeune démocratie et donc on peut tolérer ces coups d'État institutionnels qui sont en quelque sorte des erreurs d'apprentissage. Mais moi, je me pose juste une question. Si les coups d'État institutionnels et constitutionnels peuvent être des erreurs d'apprentissage, pourquoi les coups d'État militaires ne le seraient pas? Parce que dans nos contextes africains, depuis quelque temps, on remarque que les coups d'État constitutionnels font plus de morts que les coups d'État militaires. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la dernière élection, officiellement, il y a eu plus de 80 morts. Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous discutons, il y a eu 0 mort au Niger. Donc, à quoi ça sert d'organiser des élections, de dire qu'on est des démocrates, quand on baigne dans le sang et vouloir donner des leçons à des peuples qui disent organiser des changements, mais qui ne sont pas des changements démocratiques. Soyons clairs, nous dénonçons les prises de pouvoir par des méthodes fortes. Nous ne sommes pas favorables au coup d'État, mais ceux qui donnent ces leçons n'ont pas le profil indiqué pour donner des leçons de démocratie dans la sous-région. Quand on prend le second point que le président béninois évoque, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et la sécurité dans la zone côtière, ça aussi il y a un problème parce que le président béninois n'ignore pas certainement que la crise, l'opération de l'OTAN en Libye a été menée par les armées les plus puissantes du monde. Et ces armées avaient dit qu'ils allaient faire une opération éclair. C'est-à-dire que l'opération allait durer le moins possible et faire le moins de victimes possible. Mais est-ce que vous connaissez le bilan de l'opération militaire de l'OTAN en Libye? Il y a eu entre 5 000 et 10 000 morts. Parmi ces morts, il y a des femmes et des enfants, des civils qui n'avaient rien à voir avec cette opération. Alors que selon la résolution de l'OTAN, des Nations Unies, qui a permis à l'OTAN d'attaquer la Libye à l'époque, l'objectif de la mission était de protéger les civils. Mais je viens de vous donner les bilans sans parler des blessés, qui se comptaient entre 50 et 60 000. Donc, si les armées sophistiquées commettent autant de dégâts, et rappelez-vous, l'opération a duré 7 mois. Si les armées sophistiquées font autant de dégâts et durent autant de temps, pensez-vous que nos armées africaines peuvent mener des opérations éclairs comme ils le disent, parce qu'ils disent chaque fois qu'ils n'attaquent pas la population? Est-ce que nos armées africaines peuvent mener des opérations éclairs comme ils le disent et réussir à sauver Bazoum vivant sans faire de victimes civiles au Niger? C'est la question que je me pose. Le dernier élément sur cette question qui me préoccupe, c'est que quand vous écoutez le discours du président ivoirien Alassane Ouattara,
il dit qu'il fait une provision de 1 à 3 mois pour ces militaires. Ce qui veut dire que ils seront sur le territoire nigérien pour au moins 3 mois. Alors, je me dis, est-ce que vous pensez honnêtement que, avec les images que nous recevons du Niger, où la population est totalement opposée à l'option militaire, pensez-vous que des militaires ivoiriens peuvent circuler ou bien mener des opérations au Niger pendant 3 mois sans se faire attaquer? Je doute fort. Et oui, justement, parlant de ça, il y a une organisation qui est en train de se former entre la population. Je pense que l'initiative, ça sera officiellement lancé le samedi, où la population demande de l'aide, demande des volontaires pour pouvoir essayer d'acquérir tous les matériels qu'il faut et combattre justement ces forces. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question où se trouve la population. Donc ça, vous ne pensez pas? Effectivement, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, les autorités de la CEDEAO n'arrivent pas à appréhender la problématique. Ils pensent que c'est juste un coup d'État et ils évoquent les humeurs d'un certain général qui n'aurait pas aimé sa destitution et qui aurait fait un coup d'État d'humeur. Même si c'était le cas, on tourne aujourd'hui vers une situation de révolution, une situation de changement de manière de fonctionner du régime actuel. Et la population, en tout cas celle de Niger et de la plupart des îles de Niger, cette population soutiennent le mouvement en place et sont prêtes à défendre jusqu'à leur vie le régime en place. Donc, il est sûr que l'opération militaire, dont je n'y crois plus, si elle arrive à avoir lieu, va faire beaucoup de victimes, en tout cas au Niger. Alors, il y a une question aussi qui me préoccupe, j'aimerais vous la poser maintenant, puisque vous parlez de changement anticonstitutionnel. Est-ce que dans les tests de la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO peut intervenir en cas de changement constitutionnel dans les pays? Est-ce que la CEDEAO pourrait intervenir? En tout cas, les tests de base de la CEDEAO, comme nous l'avons dit précédemment dans une des émissions, ne permettent pas aux militaires, en tout cas de la CEDEAO, d'attaquer un pays frère. Ce n'est pas l'objectif de la CEDEAO. Et jusqu'à présent, tous ceux qui sont favorables à l'option militaire sont incapables de nous montrer un seul test de la CEDEAO qui autorise cette organisation à frapper un pays frère, un pays membre. Donc, tous les tests que nous avons pu lire sur la CEDEAO, les tests fondamentaux de la CEDEAO autorisent, comme je l'avais dit précédemment, des missions de paix, des missions de stabilisation, des missions d'observation, mais jamais des missions de réinstitution, bien de réinstallation d'un président déchu contre la vie de la population. Ce n'est pas ça l'objectif de la CEDEAO. Alors, au sein de la CEDEAO, même, il y a des oppositions et il y en a même des pays qui ne sont pas prêts à intervenir militairement. Effectivement, les informations commencent par fuiter. Depuis quelques jours, on a compris que cette forme de solidarité, d'union que la CEDEAO nous vante n'est pas réelle. En tout cas, les informations qui nous parviennent montrent clairement qu'il y a beaucoup, en tout cas, de pays qui s'opposent au sein de la CEDEAO à la guerre contre le Niger. Et le nom qui revient le plus, c'est le président togolais Faure Gnassingbé, qui, selon des informations, aurait pris langue avec les nouvelles autorités nigériennes et qui est catégoriquement opposé à l'option militaire au Niger. Et quand vous écoutez même le dernier discours du président Alassane Ouattara, il est clair que la sérénité a quitté le plan de la CEDEAO parce que quand on fait la restitution d'un sommet, on n'a pas besoin de préciser à chaque 3 minutes que c'est une décision collégiale, c'est une décision prise par l'ensemble des chefs d'État. Mais c'est l'exercice auquel le président ivoirien s'est soumis pendant presque près d'une dizaine de minutes. La preuve qu'il essaie de se convaincre lui-même que c'est une opération de la CEDEAO. Je suis content que dans votre titre, vous n'avez pas dit CEDEAO, mais vous avez précisé clairement que qu'est-ce qui pousse Talon, Sall et Macky et Sall et Ouattara à vouloir attaquer le Niger. C'est clair que ce n'est pas la CEDEAO aujourd'hui qui veut attaquer le Niger, mais c'est quelques pays plus ou moins zélés de la CEDEAO qui veulent attaquer le Niger.